Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle correction de quiz réalisée avec Cuisinière, l'outil développé par le réseau Canopé. Aujourd'hui, nous allons aborder le renouvellement et la fixation du loyer du bail commercial, et en particulier avec les avancées apportées par la loi Pinel, P-I-N-E-L, et les lois Macron, Pinel du 18 juin 2014 et Macron du 6 août 2015. Nous avions tout d'abord, comme d'habitude, dans la partie compréhension, nous avions une vidéo sur laquelle un des avocats nous a exposé les avancées de ces deux lois. Et alors, il est bon d'écouter cette vidéo à partir de 8 minutes 30 jusqu'à 12 minutes. La première question qui nous était posée, c'est qu'elle a, juste avant la 12e minute, 11 minutes 56, l'avocat nous dit que c'était des dispositions d'ordre public. Et on posait la question, mais qu'est-ce qu'une disposition d'ordre public? Donc, bien sûr, des faux amis du style premier quiz, c'est une règle qui oblige un commerçant à bien accueillir son public, l'accueil du public. C'est une règle que l'on peut aménager, et non justement. On dit qu'une disposition d'ordre public est une disposition obligatoire qui ne peut être contournée ni aménagée, même si les deux parties sont d'accord. Donc en fait, c'est une disposition qui s'applique obligatoirement. La deuxième question abordait une des dispositions de la loi Pinel. C'était en particulier l'état des lieux de départ, qui n'était pas obligatoire auparavant en 2014. Mais maintenant, cet état des lieux est obligatoire. Et pourquoi cet état des lieux est obligatoire? Parce que, à la fois, bien sûr, on faisait bien sûr l'état du fonds de commerce, l'état de la peinture, du matériel, des marchandises ou autres, mais aussi, regardez, la troisième concerne aussi bien l'ensemble des charges et sa répartition entre le bailleur et le locataire. Les avocats nous précisaient bien que c'était bien le moment où la plupart des charges devaient être bien réparties, savoir qui paye quoi, qui paye les charges locatives, qui paye l'eau, le gaz, l'électricité, etc. Par contre, les gros travaux ne sont pas supportés par le locataire. Les gros travaux, bien sûr, sont supportés par le propriétaire. Enfin, et ça c'était une avancée de la loi Macron, les exploits d'huissier ne sont plus obligatoires. Une lettre recommandée avec accusé de réception suffit pour envoyer toute notification au bailleur. Ensuite, un texte était proposé, un texte à trous, dans lequel on jouait un petit peu sur les durées du bail commercial. Donc, on va le remplir ensemble. Le bail commercial est conclu, vous savez, pour une durée de 9 ans. Le propriétaire des murs conclut un bail pour 9 ans avec son commerçant. Et par contre, tous les 3 ans, c'est pour ça qu'on dit que c'est un bail qui s'appelle 3, 6, 9, tous les 3 ans, le loyer peut être augmenté, suivant alors non plus un seul indice à la construction, mais on a vu qu'il y avait 2 indices qui permettaient donc de réviser ce loyer, et également le commerçant locataire, donc l'autre côté, celui qui signe, il peut résilier ce bail tous les 3 ans. Donc en résumé, le propriétaire s'engage, des murs s'engage pour 9 ans, et par contre, tous les 3 ans, il peut y avoir une clause, sans clause, pardon, il peut y avoir une révision des prix, et également la possibilité pour le locataire de résilier son bail. À la fin de ce bail commercial, donc au bout de 9 ans, le loyer, lui, peut être revu. Revu, ça veut pas dire révisé. C'est que là, pour le coup, il peut bénéficier d'un certain rattrapage. Mais pour éviter que l'augmentation soit trop forte, la révision est plafonnée à 10% du loyer précédent. D'ailleurs, à ce titre, l'avocat parle du plafonnement, du déplafonnement. Ça veut dire que si au bout des 9 ans, on peut revoir un loyer, l'augmentation ne peut pas quand même dépasser 10% du loyer principal. Une petite parenthèse qui n'était pas dans les vidéos, attention à ne pas laisser tacitement le loyer se renouveler, parce que, en fait, au bout de la 12e année, donc 9 plus 3, le propriétaire des murs peut là, pour le coup, complètement bénéficier d'un déplafonnement complet du loyer. Il pourrait mettre, bien sûr, le loyer qu'il désire sans accord. Ensuite, l'avocat évoque la possibilité d'un recours à un bail précaire. Un bail précaire qui peut être d'une durée de 3 ans, alors qu'avant, elle était de 2 ans. Vous allez me dire, mais quel intérêt d'un bail précaire, puisqu'on a déjà un 3-6-9? Eh bien, ça arrive souvent en matière commerciale. Le futur commerçant, quand il s'installe, il veut tester la zone d'achalandage, il veut tester
la réactivité ou l'intérêt de son commerce. Donc il peut très bien bénéficier d'un bail précaire. Ce n'est pas un bail commercial. Et souvent, à la suite de ce bail précaire, il bascule sur le 369 classique. Voilà pour la partie compréhension. Pour la partie application, cette fois, on avait introduit un élément nouveau qui était la location-gérance. Et on voit bien que Jean a signé un bail commercial le 1er janvier 2010 et il a décidé de mettre en gérance son activité. Donc lui-même propriétaire du fonds, lui-même commerçant, préfère mettre quelqu'un à sa place. Vous savez que dans ces cas-là, Jean perd le statut de commerçant et c'est bien le nouveau, dans ce cas-là Mathieu, qui devient commerçant à sa place. La durée d'une location-gérance est laissée libre. Elle peut être déterminée, elle peut être indéterminée. Dans tous les cas, il y a un préavis de 6 mois pour y surseoir. Le problème qui était posé, première question, c'était les conditions sont-elles remplies pour que ce contrat de location-gérance soit valable? La condition la plus simple, c'est que un propriétaire de fonds ne peut pas mettre un gérant à sa place à partir du moment où il n'a pas exploité ce fonds pendant 2 ans. Dans ce cas-là, on peut dire que Jean, il a pris le fonds en 2010, il le met en location-gérance en 2018, on voit bien qu'il a exploité pendant 8 ans, donc sans aucun problème, il a le droit, en termes de date, de le proposer en gérance. Ensuite, deuxième question, c'était au regard des dates de signature, à quoi Mathieu doit-il être vigilant? Mathieu, on dit, mais d'accord, c'est le gérant. Et on voit bien que, ici, si Jean a signé un bail commercial le 1er janvier 2010, la fin de son bail commercial va échoir le 31 décembre 2019. Et on voit bien que Mathieu, lui, il a signé un contrat de gérance débutant pour 2018, mais qui dure pendant 4 ans. Ça veut dire que Mathieu, le gérant, va se retrouver à cheval sur le renouvellement du bail commercial. Et ce n'est pas le gérant qui est en relation avec le propriétaire des murs pour dire « je veux renouveler le bail », c'est forcément Jean, l'ex-commerçant, qui est en relation avec son propriétaire des murs. Donc, il faut vraiment que Mathieu se mette en relation avec Jean pour voir si lui-même a bien géré ce problème de renouvellement de bail. Enfin, la troisième partie qui concerne l'analyse était donc un arrêt de la Cour de cassation récent, puisqu'il date du 30 mars 2017. Les faits sont les suivants. On voit bien que nous avons ici une société qui est propriétaire des murs, qui a signé un bail commercial avec une autre société, donc qui elle-même se trouve commerçant. Ils sont liés et, contrairement à ce qu'on a vu auparavant, vous voyez que dans le bail commercial, il n'y aura pas une révision des loyers tous les 3 ans, mais on voit bien qu'il y a une clause qui parle d'une indexation annuelle du loyer. Donc, ça arrive, à partir du moment où on introduit une clause, alors l'état classique de révision de loyer, c'est tous les 3 ans, et à partir du moment où on introduit une clause dérogeant, on peut très bien dire que le loyer serait révisé annuellement. Mais vous voyez que le problème qui se posait, et d'ailleurs c'était la première question qui était ici, le problème, cette particularité de cette clause, c'est que on avait bien une clause de révision du loyer, mais simplement à la hausse. Les deux parties se sont engagées à avoir le prix de départ comme prix plancher. Ça veut dire que bien sûr, si le loyer augmentait, nous aurions, enfin plutôt si les indices augmentaient, nous aurions une augmentation des loyers. Si les indices diminuaient, nous aurons bien sûr une baisse de loyer, mais jusqu'à un plancher. Entre nous, ça arrivait souvent parce qu'il y a eu des revirements commerciaux justement sur les bails commerciaux, surtout sur certains locations de bureaux qui se sont retrouvés assez dévalorisés sur le marché. Et que s'est-il passé? Eh bien, à un moment donné, bien sûr, le commerçant a voulu dénoncer cette clause car les prix étaient descendus. Qu'a dit la Cour d'appel? La Cour d'appel a bien dit que cette clause n'était pas incompatible avec la clause d'indexation de révision des loyers, avec l'article L145-39 du Code de commerce, dès lors que, bien sûr, il autorisait la hausse, dès lors, bien sûr, il autorisait également à la baisse. Donc, il n'y avait pas de contradiction avec cet article, même s'il y avait un prix plancher.
la Cour de cassation, le dernier paragraphe, qui commence par statuant ainsi, et on voit bien que la Cour de cassation, elle, est en désaccord avec la décision, les motivations de la Cour d'appel, tout simplement car c'est un droit d'avoir une clause d'échelle mobile de rajustement de loyer, mais aussi bien à la hausse et aussi bien à la baisse. Et que décréter un plancher était donc incompatible. Et donc, on a bien dit que, ici, que la clause d'échelle mobile, c'est-à-dire l'indexation du loyer sur les indices, devait fonctionner dans tous les sens. Et également, il a fait un petit clin d'œil en disant que on peut renoncer à un droit, ça veut dire que c'est un droit, donc ça veut dire que le commerçant ne peut renoncer à ce droit que quand il est acquis. Ça veut dire que effectivement, le commerçant s'est trouvé confronté à cette baisse de loyer, donc le droit était acquis et il avait tout à fait le droit de dénoncer cette clause du bail commercial. Donc on retrouve ici les questions. Quelle est la particularité de cette clause? On a dit c'était le fait qu'elle pouvait fluctuer à la hausse ou à la baisse, mais jamais en deçà d'un plancher. Et enfin, la Cour d'appel, nous en avons parlé. La Cour de cassation, nous avons parlé. Et dernière chose, cette phrase, renoncer par le preneur à son droit d'obtenir la révision qui ne pouvait valablement intervenir qu'une fois ce droit acquis, ça veut dire que on a beau avoir une clause qui est signée, à partir du moment où on est confronté au mécanisme qui met en œuvre cette clause, là, la personne qui est concernée, la victime, a tout à fait le droit de la dénoncer. Je vous remercie et puis rendez-vous une prochaine fois.